Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de comment les neuroleptiques ont changé ma vie. Alors tout d'abord je voudrais vous dire que il y a véritablement un avant et un après. Après avoir pris ces neuroleptiques, j'ai compris que ma vie ne sera plus jamais la même. En effet, suite à l'arrêt, j'ai bien vu que mon cerveau marchait d'une manière différente. J'ai compris que lorsque je lisais, lorsque j'essayais de retourner à la fac et d'avoir un travail intellectuel, c'était toujours très dur de retenir les informations. Les informations ne restaient plus dans ma tête et j'avais beaucoup de mal à aller les récupérer. Lors de mes conversations à la fac avec mes amis, j'essayais toujours d'être présent et d'essayer comme avant de parler naturellement et d'aller chercher les informations que j'avais pu acquérir. Là, ce n'était plus tout le cas. Je me rendais compte que je ne pouvais plus du tout mener une conversation. Je n'étais pas là et d'ailleurs tous mes proches me disaient qu'est-ce qui t'arrive, je ne t'ai jamais connu comme ça, tu oublies tout, tu as du mal à participer à une conversation, on a l'impression que tu n'existes pas, on a l'impression que tu es un fantôme. Donc voilà les mots que j'ai pu entendre à ma sortie de la psychiatrie. Vous le voyez, donc l'impact que les neuroleptiques ont dans une vie sont notables, puisqu'ils vont véritablement changer vos rapports avec les gens, ils vont venir modifier les relations que vous avez pu tisser avec vos amis, avec votre famille, puisque véritablement, ils vont venir modifier vos échanges, les rapports intellectuels que vous avez pu tisser. Des fois, on peut tisser des relations qui sont basées sur des conversations philosophiques, qui vont venir créer des liens profonds. Et bien là, on ne peut plus avoir ces conversations-là, et donc forcément, les relations vont totalement changer. Un grand sentiment d'incompréhension donc à la suite d'un traitement neuroleptique, puisque votre intellect va totalement changer, la manière dont vous raisonnez va totalement changer. J'avais pour ambition à l'époque d'atteindre un bon niveau aux échecs. Cela, j'ai dû mettre un terme à ce rêve, puisque j'ai perdu la faculté d'avoir des repères spatio-temporels. C'est-à-dire que dans mon esprit, si à ce jour je souhaite faire appel à des connaissances, si je souhaite faire appel à une image dans ma tête, ce qui est essentiel aux échecs pour retenir les positions, cela n'est plus possible. Avant une neuroleptique, lorsque je jouais aux échecs, ces positions et ce que j'avais appris apparaissaient très clairement dans ma tête. De ce fait, je pouvais faire appel de manière aisée à ces connaissances-là. Aujourd'hui, si je devais résumer comment ça se passe dans mon cerveau, je dirais que c'est nuageux et c'est très, je dirais, vide et sans vraiment de choses qui se passent. Je dirais que c'est comme si on ne pouvait plus penser. C'est comme si je n'avais plus de pensée dans ma tête. Ça fait très peur. Quand on a 27 ans, 28 ans, qu'on a tout un avenir devant nous, qu'on a fait confiance aux psychiatres et qui nous donnent de tels traitements de chevaux, on leur fait confiance, on leur donne une partie de notre vie entre leurs mains et ils viennent la bafouer en pensant vous faire du bien, ou du moins je ne sais pas quelles sont leurs intentions, mais du moins ils prescrivent les neuroleptiques de manière très facilement. J'ai fait une vidéo sur l'incroyable découverte des neuroleptiques où j'expliquais que au début ça a été révolutionnaire de créer ces neuroleptiques là, puisque on va venir désengorger les hôpitaux, on passe de la lobotomie à des chirurgies du cerveau, à des thérapies très violentes, et bien on passe à ce miracle, donc on donne une pilule qui va venir sédater les gens, les calmer. À l'époque, on réservait ces traitements aux personnes en crise. Aujourd'hui, l'usage s'est bien démocratisé. Si aujourd'hui vous souffrez d'insomnie, ou que vous avez des problèmes dans votre couple, dans vos relations, ou que vous ayez
des problèmes, je dirais, d'ordre existentiel, que vous allez chercher des réponses, et que vous avez grandi dans une famille, je dirais, qui était basée sur la religion chrétienne, par exemple, où le médecin a un rôle très important dans la famille. J'ai parlé dans une autre vidéo du médecin de famille et de la place qu'il avait. Eh bien, il est très probable que vous allez atterrir dans le bureau d'un psychiatre, puisque lorsqu'on va mal, nous faisons appel aux médecins qui, forts de leurs études, eh bien, vont prétendre pouvoir vous soigner et arranger tous vos problèmes. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. C'est croire à ce narratif que dès qu'on a mal, dès que quelque chose ne va pas, le médecin va pouvoir tout soigner. Avec cette confiance que j'avais envers le corps médical, les médecins ont en quelque sorte abusé de ça, ou du moins joué sur ce plan-là, et ont pu me faire croire un peu n'importe quoi. J'avais confiance en eux, j'ai cru en leur capacité de me redonner un sens à ma vie, mais paradoxalement, dans cette quête de moi, dans cette recherche du moi, dans cette recherche de mon être intérieur, je me suis égaré. Je me suis égaré puisque les traitements qu'on m'a donnés m'ont empêché tout travail d'introspection et ont rendu un flou incommensurable dans mon esprit. Et ça a aussi éradiqué une partie de mon passé, puisque je n'arrive plus à me souvenir du passé avec les émotions qui sont attachées à ces souvenirs. Vous savez que la mémoire marche beaucoup avec les émotions, et lorsqu'on n'a plus d'émotions, c'est-à-dire que nous sommes dans un état léthargique ou d'anédonie, c'est-à-dire qui nous prive de ressentir du plaisir, eh bien il est très facile de revivre ces souvenirs. Des fois, on peut faire appel à ces souvenirs, mais s'il n'y a aucune émotion attachée, ce souvenir ne vaut plus grand-chose. En fin de compte, sans nos émotions, sans nos souvenirs, il y a une perte totale d'identité. D'ailleurs, dans le futur, si on veut continuer à pouvoir tisser des liens avec les gens, si on veut continuer à vouloir exister, cela se fera via les émotions. Il y aura donc un gros travail de deuil à faire, c'est-à-dire qu'il faudra accepter cette condition-là d'abord, pardonner soi-même et pardonner les psychiatres qui eux-mêmes sont victimes d'un système et d'une grande, je dirais, ignorance, puisque eux-mêmes en fait sont démunis. Si vous allez voir un psychiatre, il pourra avoir recours à 10 ou 15 médicaments à tout casser. Il y a aujourd'hui les neuroleptiques qui sont le plus utilisés peuvent se compter sur le doigt d'une main. Ils sont à peu près de 10, de première génération, deuxième et troisième. Il y a ensuite les thymorégulateurs, et ceux-là sont en général pour les personnes bipolaires. Il y a le lithium, il y a les antidépresseurs, les anxiolytiques. Bref, une panoplie de médicaments, mais qui sont en fin de compte assez restreints. Les psychiatres eux-mêmes sont démunis et je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire face à tout cela. Donc, ils cachetonnent. Ils viennent nous faire taire et nous enlever notre liberté d'expression et un peu notre folie. Mais je pense que, avec le recul, la folie est nécessaire dans ce monde. Car si nous cantonnons à, comme dans le mythe d'Albert Camus, peut-on imaginer Sisyphe heureux, où Sisyphe est condamné à faire monter un rocher le haut d'une colline et avant qu'il n'atteigne le sommet, eh bien le rocher retombe. Il est condamné à faire ça perpétuellement. Je pense que pour que Sisyphe soit heureux, il faut qu'il ait cette part de folie et de rêverie. Quand l'être humain ne peut pas s'échapper et avoir recours à cette partie de lui qui va le faire transcender, et je dirais transcender cet état de vulnérabilité et le faire accéder au rêve et au beau et le faire vivre via des émotions d'ambition, de rêve, et le faire se projeter et avoir un avenir et être fier de soi. Sans tout cela, lorsqu'on vient enlever toutes ces possibilités à un être humain, je ne pense pas qu'on parle d'une vie satisfaisante. Aujourd'hui, les psychiatres parlent de stabilisation, c'est-à-dire que lorsque vous allez les consulter et que vous êtes dans un état peut-être de détresse, ou que vous êtes triste, ou que vous êtes profondément affecté par un événement quelconque dans votre vie,
eh bien le psychiatre va venir vous cachetonner, va venir vous donner des médicaments pour venir réprimer ces émotions-là. Ce qui d'une part empêche tout travail d'introspection et donc de pouvoir résoudre ce problème, aller au cœur du problème et pouvoir enfin vivre et se libérer de ces démons. Mais en plus, en vous donnant tout ça, on va venir donc tout réprimer. Et donc là, on va vous employer le mot stabiliser. Donc on est stabilisé, tout va bien. Mais quid de notre bonheur? Quel est notre ressenti? Ce n'est pas parce que nous affichons un visage stoïque, dénué d'émotions et des yeux sans vivacité et que nous regardons par terre que nous sommes stabilisés. Les psychiatres devraient comprendre tout ça, à mon sens. Les psychiatres devraient avoir une approche beaucoup plus humaniste et avoir la main un peu plus légère avec leurs prescriptions. Je ne vais pas se nommer ce psychiatre, mais lui-même d'ailleurs a fait des vidéos YouTube et j'ai pu le consulter à l'hôpital de Marseille. Mais lui-même, pas plus tard qu'il y a 3 mois, m'a prescrit 2 neuroleptiques, un stabilisateur d'humeur, un régulateur pour venir tempérer les effets des neuroleptiques. Si aujourd'hui j'écoutais les psychiatres, je prendrais tous les médicaments de la Terre. Puisque, à leur sens, pour eux c'est indispensable et sans ça, je ne peux pas vivre. Pourtant, ça fait 6 ans que je suis sans traitement. Et l'état dans lequel je suis est la cause et la résultante de mes croyances que les médecins pouvaient me soigner. J'ai eu une opération récemment d'une hernie ombilicale. J'ai encore fait confiance au psychiatre. Il m'a opéré et aujourd'hui je vis avec des douleurs chroniques, une fatigue chronique. J'ai une bactérie, l'Helicobacter pylori. Et je suis allé voir les médecins qui m'ont prescrit 3 antibiotiques. Suite à ces antibiotiques-là, je n'ai jamais récupéré, cela fait 2 ans. J'ai développé une énorme fatigue chronique, je suis sans cesse épuisé. J'ai eu une infection urinaire aussi récemment et on m'a prescrit un médicament, la ciprofloxacine, l'antibiotique les plus puissants sur le marché. Je ne savais pas. Et aujourd'hui, je vis avec des tendinites et j'ai pu à peine marcher. Pendant 1 mois, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je pense que la médecine a fait d'énormes progrès et qu'elle vient soigner beaucoup de nos maux, MAUX. Et peut-être que cette infection urinaire, peut-être que j'en serais mort si je ne l'avais pas fait traiter. Donc la médecine, on peut dire, sauve et fait des miracles et plus que nécessaire. Mais je pense qu'il y a de sérieuses défaillances dans le devoir d'information et dans l'écoute. Si ce médecin qui m'a prescrit récemment cet antibiotique m'avait informé des effets secondaires, peut-être que je ne l'aurais pas pris. Et peut-être que nous aurions eu recours à d'autres effets secondaires et je souffrirais moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez, je souffre. Et donc, je vais aller voir d'autres médecins pour ces souffrances. Et donc, je continue à, nourrir ce cercle vicieux que la médecine instaure elle-même. Et la médecine est elle-même victime de cette politique-là, puisque eux-mêmes en sont victimes. Les médecins ne sont pas des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de recherche et ne vont pas créer et enquêter sur ce qu'ils ont appris. Ils se bornent à réciter leurs cours. Ils ne font aucune recherche. Ce ne sont pas des scientifiques. Ce sont, et en particulier les psychiatres, des prescripteurs. C'est-à-dire qu'ils prescrivent et ils ont fait 10 ans d'études pour au final prescrire une dizaine de médicaments. Ils ne sont nullement formés concernant les symptômes de sevrage. Lorsque vous souhaitez arrêter votre médicament, ils vont vous dire que c'est un rebond de la maladie, alors que c'est leur médicament qui nous crée une dépendance ou une tolérance et qui doivent être diminués très graduellement, mais aucun psychiatre sont formés dans les syndromes de sevrage. Aujourd'hui, si vous allez voir votre psychiatre et que vous lui demandez d'arrêter votre traitement, il va sans doute vous dire de prendre un médicament 1 jour sur 2, et progressivement 1 jour sur 3, 1 jour sur 4 et l'arrêter. Or, on le sait, c'est beaucoup trop violent. Pour arrêter un médicament antipsychotique, antidépresseur, anxiolytique, il faut aller très graduellement. Il y a des formes en solution liquide qui vous permettent de faire un sevrage très graduel. Mais aucun psychiatre ne va vous informer de ça, vous pouvez en avoir ma confiance. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais être avocat, j'ai un master en droit, et ça fait 5-6 ans que je me suis perdu et que je gère dans la psychiatrie. À côté de ça, il y a sur le phénomène d'institutionnalisation, c'est-à-dire que les psychiatres vous font du mal via ces cachets, et ensuite vous allez dépendre d'eux, puisqu'il y a un lien un peu comme le syndrome de Stockholm où on aime la personne qui nous a abusés, et donc on retourne vers eux sans cesse. Et eux, la main ne va jamais s'alléger, ils vont toujours vous prescrire des médicaments.
la relation peut devenir toxique au possible, puisqu'il est très dur de sortir des griffes de la psychiatrie ou d'un psychiatre, qui sont un peu comparables à des gourous, et qui, plus vous allez les voir, plus ils gagnent de l'argent. Donc ils n'ont aucune envie de vous laisser partir. Se délivrer de la psychiatrie est la chose la plus dure que j'ai connue dans ma vie, ainsi que du phénomène d'institutionnalisation, puisque dès que je vais mal, je veux encore faire appel à eux. Je garde toujours dans ma valise un cadenas, puisque dans cette clinique psychiatrique, il faut un cadenas lorsqu'on a notre chambre pour fermer notre casier. J'ai toujours un cadenas sur moi en cas de quand les choses vont mal dans ma vie. Vous voyez jusqu'où va le phénomène d'institutionnalisation. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Une personne différente suite à ces neuroleptiques. J'aurais tout donné pour retourner en arrière, puisque je dirais que une partie de moi me manque beaucoup. Cette partie n'est plus là. La sensibilité, la façon dont mon cerveau raisonnait est partie, elle n'est plus là. Donc il y a véritablement un avant et un après. Donc voilà pour cette vidéo donc de comment les neuroleptiques m'ont affecté. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous ne l'êtes pas, ou si vous envisagez de prendre un traitement neuroleptique, je vous conseille à beaucoup réfléchir, à voir les alternatives, car malgré ce qu'on vous dit, il se peut très bien que tout va bien et que vous avez juste besoin d'un peu de douceur, de tendresse, d'un travail d'introspection. Et prendre ces cachets-là, en dépit de ce qu'on nous dit, ne permet pas de faire un travail thérapeutique, selon moi, puisque les émotions sont totalement émoussées et on perd notre sensibilité. Donc je ne vois pas comment on peut aller en nous et faire appel à nos rêves, aussi à nos traumatismes ou à nos moments heureux, puisqu'il n'y aura, vous verrez, plus d'émotions. Je pense à l'Effexor, un antidépresseur qui m'a certes beaucoup aidé, il m'a enlevé ma capacité de pleurer pendant 3 mois. Moi qui adorais regarder les films, j'ai arrêté d'en regarder puisque je m'ennuie terriblement, sans émotion. Et cela est le fait des neuroleptiques. Si vous dites tout ça à un psychiatre, ils vont vous dire que c'est votre maladie. Mais attention, attention. Essayez de critiquer cela, n'y croyez pas, et ayez foi en vous, et essayez de garder votre boussole interne et de ne surtout pas croire tout ce que les psychiatres vous disent, puisqu'ils ne savent même pas eux ce qu'ils disent. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans cette période-là. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker pour soutenir la chaîne, mais surtout à commenter et si vous avez quelconque question, je vous répondrai avec joie. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et vous dis au revoir. Au revoir.